Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode sur notre podcast Al-Falah. Aujourd'hui, avec vous, votre modérateur Dardan Gachi, j'ai le plaisir d'accueillir un invité que je vais laisser se présenter. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Pour commencer, moi c'est Ayoub. Enchanté. Enchanté. Je tiens à vous remercier en premier lieu pour l'invitation. Allah fik. Fik al-Baraka, ça m'honore. Et pour une présentation assez rapide, donc Ayoub Laouaj, j'ai 26 ans. Je suis issu de formation juridique à la base avec une spécialisation en droit du sport. Et je travaille également dans le management du sport et dans la gestion de projets dans le sport. Mashallah, Allah mabarak. Qu'Allah te donne le succès. Amin, jazakallah khair. Frère, j'ai pu lire que tu as étudié à la Sorbonne, donc c'est exact. Comment c'est arrivé? Alors, t'as pas fini parce qu'il y a plusieurs Sorbonnes à Paris. Pardon. C'est Sorbonne Paris-Nord. Je les connais pas toutes, je pensais que c'était un peu plus... Mais c'est anciennement Villetaneuse, donc c'est une université de banlieue qui est connue. Et j'ai étudié justement le droit. Avant ça, j'étais à Créteil où j'avais commencé une licence assez classique. C'est un bachelor chez vous. Ici. Et justement... j'ai arrêté la licence à Créteil pour aller à la Sorbonne Paris-Nord parce que le bachelor là-bas m'offrait la possibilité de pouvoir faire de l'apprentissage, chose qui est très rare dans un bachelor de droit, où c'est purement théorique dans le premier cycle universitaire. Et justement, de pouvoir faire ce bachelor, ça m'a permis justement de faire mon apprentissage et la pratique parce que je me sentais plus à l'aise, j'ai toujours mieux appris avec la pratique que la théorie. Ouais, bien sûr, je peux comprendre. Et par rapport à l'amalgame de tout à l'heure, d'ailleurs, c'est peut-être une bonne chose. Toute chose arrive avec un objectif derrière. Est-ce que tu peux m'expliquer peut-être à moi et à ceux qui nous écoutent cette différence? Parce que c'est vrai que moi, alors, je pensais que c'était... un peu la même chose, mais pour la partie Sorbonne. C'est vrai que Paris, pour les études supérieures et le monde universitaire, c'est très connu, c'est renommé à l'international, etc. La Sorbonne, c'est une des plus anciennes universités de France, si ce n'est du monde. Et là, c'est vrai que les facultés de banlieue et les universités de banlieue ont des fois mauvaise image ou mauvaise réputation. Chose qui n'est pas forcément le cas parce qu'on a des enseignants de qualité. Et pour ma part, les personnes chez qui on étudiait, les maîtres de conférences, etc., c'était aussi des fois des avocats ou des personnes issues du milieu et qui exercent sur le terrain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, et dans le monde aussi, mais en France particulièrement, on accorde une importance réelle à la renommée de l'université parce que derrière, ça ouvre plus de portes. Parce que derrière, les entreprises ont plus facile à recruter des candidats qui sont issus de telle ou telle université par rapport à la réputation. Mais justement, la possibilité d'avoir de l'expérience, de pouvoir faire des stages, être en apprentissage ou autre chose, ça permet, de faire des rencontres, de pouvoir faire ses preuves sur le terrain. Et c'est ce qui vient combler un petit peu cette différence de réputation de nom universitaire. Ok, très bien. En tout cas, merci pour l'explication, la parenté. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, tu m'as dit, si j'ai bien compris, tu es allé dans le droit en sport. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais est-ce que tout de suite, tu as commencé dans le sport ou tu es allé plutôt dans la partie juridique pure? Alors, en fait, c'est mon apprentissage un petit peu et mon intérêt pour le droit du sport qui m'ont poussé à étudier cette spécialisation-là. C'est-à-dire que la spécialisation, elle vient avec l'expérience parce que mon apprentissage, je l'ai fait dans un cabinet d'avocats parisien qui est spécialisé en droit des affaires et en droit du sport. Au départ, c'était du droit classique. Moi, ce qui m'intéressait au départ, c'était vraiment le droit pénal. Parce que je trouvais ça passionnant. J'ai regardé des séries, j'ai regardé des films comme tout le monde. Et quand on regarde justement les films américains, les séries américaines où on voit les scènes de justice, en France, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes qui sont complètement différents. Et c'est ça qui m'avait poussé un petit peu à m'intéresser. Et surtout quand on est au collège, au lycée, en primaire, même des fois, on nous emmène visiter les tribunaux et assister à des audiences. Parce qu'en France, les décisions, elles sont rendues au nom du peuple français. Donc, tout le monde peut assister, en principe, aux audiences correctionnelles, etc. Donc voilà. Mais mon intérêt pour le droit du sport, c'est quand je préparais une école que dans un des ateliers, workshop, on nous a présenté un avocat qui était spécialisé en droit du sport. Moi, j'étais passionné par le sport. J'avais autour de moi des athlètes,
des gens qui aspiraient à devenir professionnels, Ouais. particulièrement dans le football. Et je trouvais qu'il y avait en général un manque d'accompagnement juridique. Parce que le monde juridique, c'est ce qui vient mettre de la rigueur. Et le métier d'avocat, c'est un métier qui est très contrôlé. La déontologie est très stricte. Et donc, en assistant à cet atelier-là, à ce moment-là, moi, j'avais des amis qui étaient dans le monde du sport et qui, malheureusement, touchaient du petit doigt le monde professionnel, s'y approchaient. Mais malheureusement, par manque d'accompagnement, par manque de bons conseils, malheureusement, le fait d'être entouré par des personnes mal intentionnées qui n'exercent pas dans un cadre professionnel réglementé a fait qu'ils ont été poussés vers des erreurs qui leur ont coûté leur carrière. Et donc, ça a eu une atteinte psychologique. Et ça, moi, j'ai pu l'observer au plus près parce que c'était des amis très proches. Du coup, en découvrant la spécialité en droit du sport, j'ai vu qu'on pouvait accompagner des athlètes ou des acteurs du sport au quotidien, tout en ayant la rigueur et le respect du métier qui est celui de juriste ou d'avocat, etc. Okay. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé en droit du sport. Tu as pu allier les deux côtés, quoi. C'est ça, l'utile à l'agréable. Et donc en recherchant mon apprentissage, parce que je suis rentré dans ce bachelor en carrière juridique, j'ai automatiquement cherché un cabinet qui faisait du droit du sport pour mieux connaître. Et du coup, j'ai passé quasi 4 ans dans ce cabinet d'avocats parisien. Ah, machallah. Bah c'est vrai que en fait, c'est toujours passionnant à chaque fois que j'ai quelqu'un de nouveau, parce que tu entends à chaque fois une nouvelle histoire. Et même si, on va dire que le début et la fin est à peu près chez tout le monde, c'est assez, en tout cas, touchant d'écouter la version différente, parce que chacun en fait, a un chemin différent. Et c'est assez... Moi, j'adore, en fait. J'adore ce que je fais. Mais je vois que tu apprécies le faire. Et puis, c'est pour ça que j'aime bien aussi, parfois, je pose des questions, même qui sont en dehors, en fait, des points, parce que c'est des questions qui me viennent comme ça, et je me dis, pourquoi pas les poser? Oui. Et puis, de toute façon, on est là pour ça. Donc. Exactement. Et par rapport à ce cabinet, donc, est-ce que c'était plus un tremplin pour toi vers là où tu voulais arriver, ou est-ce que ça t'a servi plus de base, que tu en as tiré, on va dire, plus de l'expérience? Enfin, qu'est-ce que ce cabinet d'avocat t'a apporté m'a apporté beaucoup de choses, que ce soit sur le plan humain, sur le plan professionnel, sur le plan de l'expérience, sur la maturité aussi. D'abord, sur l'aspect professionnel et théorique. Donc, la différence entre le monde universitaire et le monde professionnel au quotidien, c'est deux mondes qui sont complètement différents. C'est-à-dire que la réalité du métier d'avocat, aujourd'hui, l'avocat peut faire énormément de choses. Il peut être mandataire sportif, il peut être mandataire immobilier, il peut être mandataire d'artiste, il peut faire plein de choses. Il peut s'occuper de transactions immobilières. L'avocat est souvent recherché pour pouvoir sécuriser et éviter au maximum les risques juridiques. Du coup, en arrivant dans un cabinet comme celui-là, qui à la base fait du droit des affaires et de la fiscalité, puis du droit du sport, ça permet de voir un petit peu le tout. Parce que le droit des affaires, ça peut aussi être du droit pénal. C'est-à-dire un chef d'entreprise qui gère mal ses comptes ou autre, on bascule très vite dans le droit pénal. Du coup, on touche un petit peu à plein d'autres domaines et d'autres matières. Sur ce que ça m'a apporté, c'est... Pour répondre à cette question en premier lieu, comme j'ai pu te le dire, c'est par rapport à l'expérience et voir en réalité. Et c'est pour ça que je trouve que l'apprentissage, l'expérience, les stages, c'est quelque chose de super important. Oui. Parce qu'on se fait une idée sur un métier, on se fait une idée sur ce que ça peut être, mais finalement, on peut totalement se tromper. C'est-à-dire qu'en arrivant sur le terrain et en exerçant, en pratiquant, on voit que c'est deux choses qui sont complètement différentes, deux mondes qui sont complètement différents. Ouais. Aujourd'hui, si j'évoque la justice française et le rythme judiciaire français, c'est un rythme qui est très lent, en principe. Ouais. Très lent. Des fois, pour certains dossiers, pour certaines matières, pour certaines affaires, on se dit, mais l'urgence, elle va être là, elle va être présente, on va s'en occuper rapidement. Mais malheureusement, ça prend des fois des mois, voire des années pour avoir un premier résultat, avant que ça passe en appel ou autre. Donc, sur la partie de l'expérience et de la réalité du quotidien, c'est quelque chose de super important. Sur le monde professionnel, on voit comment est-ce que fonctionne une organisation, c'est-à-dire comment fonctionne le monde du travail. Le rythme parisien. Le rythme parisien, c'est un rythme qui est très, très, très déchaîné. Ça commence très tôt le matin, ça finit tard le soir.
Et c'est beaucoup de perte de temps dans les bouchons, dans les transports, dans le trafic. Et c'est tous ces petits détails-là qui font que le rythme global ralentit un petit peu. Donc ça permet de se confronter à la réalité et de savoir finalement ce qu'on veut. Oui. Donc c'est ça que ça m'a apporté. Après, sur la partie expérience, sur les rencontres. Aujourd'hui, ce cabinet-là avait avait des grands athlètes à gérer. J'ai pu rencontrer ces personnes-là, c'est des gens qu'on voit à la télé généralement ou sur un terrain de foot et on les croise au travail un lundi matin. Donc déjà, ça permet justement de pouvoir redescendre, de se dire que finalement, en fait, on est tous des êtres humains. Exactement. Et même les personnes les plus connues ou autre chose ont besoin de conseils. Bien sûr. Et ont besoin d'aide. Du coup, voilà. Ouais, non, c'est top. Franchement, en plus, je pense que ça doit te faire un truc un peu, je pense, spécial quand tu as dû rencontrer les premières fois un peu. Ah oui, et comme tu as dit. On ne l'a pas annoncé. Ouais. Moi, on ne m'a pas dit que, d'abord, par souci de secret professionnel, qu'on est dans le processus de recrutement. Et quand j'en ai parlé à ma maître d'apprentissage, elle m'a dit, je lui dis, je suis pas fou, la personne à qui je viens d'ouvrir la porte, c'est bien un tel. Elle me dit oui, et alors? Ouais, bien sûr. C'est quelque chose de tout à fait normal, en fait. Faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est là, c'est un justiciable ou quelqu'un qui a besoin de conseils juridiques comme tout le monde, et on considère tout le monde de la même manière. C'est-à-dire, des fois, on avait des chefs d'entreprise qui étaient auto-entrepreneurs, qui travaillaient à leur compte et qui ont eu un succès, et puis il fallait les accompagner dans ce succès-là, qui étaient inconnus au bataillon, qui n'étaient pas des personnes qui étaient célèbres ou autres. Autant on avait des personnes célèbres, et que le traitement devait être le même pour tout le monde. Ouais, et puis en plus, ce qui est bien, je pense, pour ta partie, c'est que justement, ça te permet de te familiariser avec ce niveau-là, et comme ça, demain, enfin, si je sais pas, parce que maintenant, si tu pars même dans une catégorie plus élevée, après, entre guillemets, tu es un peu familiarisé avec le fait d'avoir ces personnes en face de toi et d'avoir ce traitement qui est le même, de pas être, on va dire, étonné ou... Exact. Tu vois, t'es prêt, quoi. C'est ça. C'est ça, tu vois ce que je veux dire. Faut pas être enfin, bien évidemment, aujourd'hui, quelqu'un qui a des performances incroyables, comme dirait l'autre, il faut reconnaître les réalités chez toute personne. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait des performances incroyables, surtout quand on connaît par exemple le football, c'est honorable. On reconnaît le résultat, on peut être impressionné par le résultat ou autre, mais moi je pense que la base du respect, c'est que, notre dénominateur commun à tous, c'est notre qualité en tant qu'être humain. Et c'est la base. Donc, aujourd'hui, le respect, pour moi, il est intimement lié à notre qualité, justement, d'être humain. Du coup, il est dû à tout le monde. Donc, voilà. En tout cas, c'est très bien dit. Merci beaucoup. Pas de souci. Et toi, tu exerces toujours sur Paris, ou est-ce que tu as changé de... Alors, j'ai eu une petite transition. Après le cabinet, mon apprentissage, j'ai été recruté en tant que chef de projet en charge du développement sportif et juridique dans une structure qui est associative. C'est-à-dire que c'est une structure qui était très jeune et qui a beaucoup été soutenue par rapport au travail qu'elle faisait. C'est-à-dire qui avait reçu du financement, qu'il soit public ou privé. Et c'était une organisation qui avait des objectifs vis-à-vis de la jeunesse. Vis-à-vis de la jeunesse, 15-30 ans, des fois ça changeait un petit peu les tranches d'âge en fonction des programmes qui étaient proposés, mais globalement c'était dans ces eaux-là. Je travaillais déjà un petit peu avec eux, avec des idées, des propositions. Des fois, ça a commencé par des ateliers de sensibilisation au droit pour que les jeunes, parce que des fois, les jeunes dans les quartiers populaires en France étaient confrontés à la justice assez rapidement, malheureusement, mais ils ne connaissaient pas le fonctionnement de tout cela. Et des fois, ils passaient même à côté de leurs droits, sans même qu'ils soient connus ou autre chose des services, mais que ce soit au travail, que ce soit sur plein de choses. Au quotidien, ils ne connaissaient pas. Du coup, on a mis en place des ateliers de sensibilisation au droit. C'est une très bonne chose. Oui, c'est très important. Et même, ça fait partie de la culture, qu'il faut avoir. Et c'est des éléments essentiels. Donc voilà. Et en voyant tout ça, j'ai observé que beaucoup d'entre eux pratiquaient
du sport et que ça les aidait énormément dans leur vie. Oui. Et donc, en discutant avec la direction, on s'est dit pourquoi pas créer un pôle sportif. Et donc, j'ai été recruté pour pouvoir créer ce pôle sportif à travers des événements qui étaient proposés et des programmes aussi. Donc là, on basculait sur autre chose. Je m'occupais un petit peu de juridique parce que il y avait le financement public, mais il y avait aussi le financement privé. Donc l'idée, c'était de s'occuper un petit peu de l'aspect fiscalité des personnes qui nous soutenaient, parce qu'ils avaient un avantage de soutenir une organisation qui est dans un cadre associatif, et donc ça permettait de faire des réductions sur leurs impôts ou autre chose, donc d'encadrer tout ça. Et donc les gens faisaient pas trop la différence entre sponsoring et mécénat. Ok. Ça, c'est un point très important en France. C'est-à-dire que le sponsoring, c'est comme une prestation de publicité. Ouais. On est obligé d'adosser l'image de l'entreprise qui a soutenu l'organisation ou le club de foot ou une organisation quelle qu'elle soit. Mais le mécénat, c'est généralement à destination d'associations ou d'organisations à but non lucratif. Et l'objectif, il y a déjà un avantage pour les personnes qui soutiennent, c'est l'avantage fiscal, donc une déduction des impôts. Mais elle ne doit pas exiger de la part de l'organisation d'une forme de publicité, parce que ça fait double avantage. Du coup, ça, fallait l'expliquer aux personnes, expliquer quel était leur intérêt, etc. Donc voilà, ça c'était pour le côté juridique, mais pour le reste, c'était vraiment le pilotage du projet sportif. Rentrer en contact avec les pouvoirs publics, parce que rien ne se fait sans eux. Les collectivités territoriales, chez nous, c'est les mairies, les conseils départementaux, les conseils régionaux, ce qui équivaut un petit peu en quelque sorte ici au canton, à la commune, etc., qui ont pour délégation, enfin pour compétence, le sport. Et eux, pour eux, on était des bons relais. C'est-à-dire que des fois, on arrivait à atteindre des publics qu'ils n'arrivaient pas à atteindre, avec une certaine méthodologie qu'on avait mis en place. Okay. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'ils nous soutenaient. Et donc, l'idée, c'était de faire le pont entre les pouvoirs publics, le monde privé, les partenaires. On a fait le partenariat parce que la relève se situe à Metz. Et le club de foot mythique, c'est le FC Metz, à l'échelle locale. Et malheureusement, ce que j'avais constaté, c'est que les jeunes ne s'identifient pas beaucoup à ce club-là parce que pour diverses raisons. Et donc, on a fait une tentative de création de partenariat entre les différents clubs sportifs, les institutions sportives, donc tout ce qui est fédération, la représentation de la fédération française de football à l'échelle locale, ce qu'on appelle le district. Et donc, c'était créer tout un écosystème qui avait des fois des points communs dans les objectifs pour pouvoir les atteindre ensemble et créer une forme de synergie pour pas que chacun travaille de son côté et vraiment créer une force autour de cela pour que à destination de la jeunesse, tout simplement. Puis je pense que en tout cas, tu as dû avoir, je pense, quand même pas mal de complications. Non, mais il y a eu quand même des défis, je pense, à relever. Parce qu'à chaque fois quand tu pars sur un terrain nouveau, mais d'autant plus qui est un peu plus compliqué que on va dire la normale ou le standard, c'est toujours un peu plus complexe, quoi. C'est vrai que je me suis souvent retrouvé dans des situations où j'avais un petit peu un poste d'outsider ou par exemple à la gestion de projet où il y avait tout à créer. Il y avait ma direction, etc. On avait un fil conducteur, on avait des objectifs, mais il y avait tout à créer. C'est-à-dire que d'un côté, c'est positif, et de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on se base pas sur grand-chose. Du coup, on n'a pas ce sur quoi s'appuyer pour pouvoir... Donc, il fallait convaincre, enchaîner les rendez-vous, expliquer pourquoi on le faisait entre les personnes qui écoutaient avec concentration et les personnes à qui il fallait répéter 10 000 fois. Mais voilà, il fallait s'armer de patience parce qu'on avait des objectifs. Et aujourd'hui, ça évolue assez bien. On a mis en place l'événement phare de cette structure, d'ailleurs, qui s'est déroulé hier. C'était un tournoi de foot autour de l'engagement. Donc, réunir tous les jeunes, mettre en valeur leur engagement et leur expliquer sur cette base-là que l'engagement, c'est quelque chose d'utile. Des fois, malheureusement, l'engagement, qu'il soit associatif ou autre, ou avec une cause qui nous tient à cœur, c'est pas très valorisé en France. Et là, aujourd'hui, c'est de pouvoir créer des événements ou même des structures ou des programmes permettant de mettre en valeur l'engagement. Beaucoup de personnes accordent du temps à l'engagement et tout temps accordé à une chose, c'est quelque chose à valoriser. Tout comme un travail, tout comme des études, etc. Mais l'engagement, ça sort souvent des radars.
Ouais. Du coup, c'est assez difficile de pouvoir valoriser, de quantifier, de dire mais qu'est-ce que ça représente en matière de qualification, Ouais, tout à fait. etc. Mais mettre en valeur l'engagement, c'est quelque chose de super important. Ouais. Et pouvoir le faire, le point de ralliement qui est le sport, et là particulièrement le football, parce que c'est une compétition de football, la Relève Cup, ça permettait de réunir, de pouvoir faire venir les pouvoirs publics, leur expliquer à quel point les jeunes sont engagés, de pouvoir on met un village en place, donc mettre en valeur les personnes qui ont eu un projet entrepreneurial, quelqu'un qui a monté une dark kitchen ou Oui. un food truck ou un restaurant, comme dans tout événement sportif, il faut de la nourriture, et donc on donnait l'occasion à ces personnes-là de pouvoir exposer, et on expliquait que c'est grâce à l'engagement, grâce au fait que ces personnes-là se sont engagées dans des associations, qu'ils ont compris qu'il y avait un monde associatif, etc., Ouais. qui les a aidés à arriver à leurs Ouais. objectifs. Donc, Ouais, c'est top ça. C'est vrai que, comme tu le dis, c'est vrai que l'engagement, c'est assez compliqué à dire. Enfin, c'est tellement flou en fait. c'est ça. Mais c'est vrai que c'est une partie. Qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça représente. Mais c'est clair. Et par rapport sur plusieurs points, enfin plusieurs moments de la discussion, tu as mentionné le jeune et le sport. Ouais. Le sport et la jeunesse. Pourquoi, en fait, c'est vrai qu'on entend beaucoup de fois dire que le sport peut être un levier pour la jeunesse. Mhm. Est-ce que, par exemple, toi, maintenant, qui a un peu ce côté, et tu vois le côté sport pur, et tu vois le côté juridique, business, sport juridique. business, donc est-ce que tu peux un peu plus approfondir ce thème-là? Ouais, bien sûr. Le sport, d'abord, l'essentiel, c'est que ça a permis à beaucoup de jeunes de pouvoir s'exprimer. Oui. Aujourd'hui, il y a des complications avec l'expression, le pouvoir, la capacité à mettre des mots sur ce que beaucoup de jeunes ressentent. Oui. Et avec les temps qu'on vit, notre époque, on a des moyens de communication, les plus avancés sur l'aspect technologique, mais on a beaucoup de mal à se parler, à se comprendre et à s'exprimer, à construire une idée, à l'argumenter et la défendre. Ouais. Aujourd'hui, le sport, ça a été pour beaucoup de personnes, et ça l'est toujours, un moyen de communication. Ça, c'est le premier aspect. C'est la première chose qu'on a pu, moi, en tout cas, personnellement, avec mon expérience, ce que j'ai pu constater en étant confronté à des jeunes, qui soient dans des situations difficiles ou non. Des fois, pour les personnes très timides, aujourd'hui, ça a été aussi le terrain d'expression d'une excellence. Il y avait un talent initialement, le futur athlète le ressent, et il s'exprime que là-dedans. C'est dans ça qu'il va montrer à quel point il est fort, et à quel point en fait il peut pousser sa performance. Ouais. Et ça, c'est le premier aspect. Et il y a aussi l'aspect plaisir. Oui. Aujourd'hui, le sport, pour beaucoup de personnes, c'est la possibilité de se retrouver, la possibilité de créer des liens, et la possibilité de pouvoir trouver encore une fois des points en commun qui réunissent. Pour quelqu'un de très timide, là où ils sont à l'aise, quoi. C'est ça. Le foot, ça a permis de sociabiliser. La sociabilisation, c'est très important. Quelqu'un qui est très timide, qui est dans son coin, pour beaucoup de personnes qui ont fait du sport et qui ont pu se créer un capital social avec le sport, s'ils n'avaient pas fait du sport, ça aurait été très compliqué. Après, plus global, ça c'est l'aspect jeunesse, l'aspect sport plaisir. Et il y a aussi de l'autre côté le sport qui peut devenir un métier. Ouais. Aujourd'hui, moi je suis issu d'une région en France qui est l'Île-de-France et qui est la région parisienne. Si je prends l'exemple du football, on est un des plus gros producteurs de jeunes joueurs professionnels. Ok. Avec l'Amérique latine et plus généralement les quartiers populaires français. Il n'y a qu'à voir l'équipe de France, il y en a beaucoup qui sont issus des quartiers et de la périphérie parisienne ou de la périphérie de grandes villes de France. Le sport, en quelque sorte, ça a été un petit peu le seul terrain où ils ont pu se dire « Ah, on a des modèles de réussite, donc ça va être possible pour nous aussi. » Oui. C'est-à-dire que les anciennes générations, ils ont vu que le sport, il y avait une possibilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont des compétences et des capacités dans certains domaines, mais par manque de modèles de réussite, donc de personnes à qui ils peuvent s'identifier et qui ont réussi dans leur domaine,
malheureusement, se briguent et se mettent des plafonds de verre. Ouais. Des plafonds de verre, des fois, qui sont existants, faut pas le renier. Mais dans le sport, il y a eu en quelque sorte des modèles existants Ils sont venus les briser, quoi. qui sont venus les briser et qui sont tout simplement venus expliquer que, de manière indirecte, que c'est possible. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'être humain qui est constitué comme ça ou autre, mais quand on voit qu'un semblable, quelqu'un qui nous ressemble ou qui a un point commun avec nous, qui est arrivé dans un certain domaine, ou qui a atteint des objectifs dans un domaine où on a du talent ou pour lequel on éprouve en fait une certaine, un certain intérêt, bah, on se dit, ah ok, donc c'est possible en fait de le Ouais, faire. bien sûr, bien sûr. Du coup, c'est un petit peu la transition entre les deux. Aujourd'hui, le monde du sport business, et particulièrement dans le foot, c'est un monde qui est très jeune. C'est un monde qui, pour se développer économiquement, cherche à atteindre les jeunes. Même pour un public un petit peu plus vieux, c'est vraiment s'appuyer sur ce qu'il y a de plus tendance, de ce qui se fait de plus récent, pour pouvoir rendre dynamique l'offre sportive et l'offre de business du sport. On pourrait passer des heures à discuter de business du sport et ce qui se fait récemment. En partant de là, tout simplement, ça permet de se dire, OK, en fait, c'est possible. C'est pour ça que la jeunesse, aujourd'hui, si je peux résumer, et je pense à un ami qui dit souvent ça, le sport, c'est un terrain d'expression et un terrain d'excellence. Ouais. Donc, lui, il fait ça quand il va au paddle parce qu'il est très, très fort. Donc, Ok. il fait une photo du terrain, il écrit terrain d'expression, terrain d'excellence. Mais moi, je pense que ça résume bien la situation de jeunes qui ont pour ambition de devenir professionnels ou autres. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux cherchent à l'être. Bien évidemment, les stats, les mathématiques expliquent que tout le monde ne peut pas l'être et très peu de personnes peuvent le devenir. Mais au moins, beaucoup y croient et ça permet en fait tout simplement d'avoir un objectif dans sa vie et des lignes conducteurs. Et si je peux me permettre, je pense aussi à un projet qui a été mis en place par des amis qui travaillent au centre de formation du Red Star, un club mythique parisien et un des rares clubs de banlieue qui est professionnel, si ce n'est le seul à Paris, qui ont mis en place le double projet. C'est-à-dire quand les jeunes rentrent en centre de formation chez eux, Oui. il y a une obligation de double projet. Donc le centre de formation a pour objectif de les faire performer dans le football, donc sur l'aspect technique, sur les performances, mais ils ont aussi l'obligation de suivre un autre projet professionnel dans l'éventualité où le projet initial ne fonctionne pas. Ce qui est top. Et ce qui est super intéressant parce que ça vient combler un manque qui était nécessaire partout. Partout. Et aujourd'hui, ça se développe de plus en plus et les clubs prennent la responsabilité de s'assurer d'un double projet chez leurs jeunes. Ok, ouais. Mais est-ce que, par exemple, maintenant, une question qui me vient, c'est que on a pour habitude un peu d'entendre que les plus grands, ils ont réussi parce que aussi il y a eu un peu ce truc de ils n'ont pas eu le choix. Est-ce que le fait de donner trop de choix, alors je dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est une super bonne chose parce que c'est vrai que le sport, une fois quand tu es très haut niveau, il y a, on va dire, plus rien à dire, tu es assuré, on va dire ton truc est pas mal sur les rails, donc tu n'as plus trop à t'inquiéter. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu, ça peut se balancer. Et donc la personne, on va dire, si elle n'a pas de plan B, bah après elle peut être vraiment mal. Mais est-ce que aussi c'est pas un moyen que la personne qui veut aller dans la réussite du sport se dit pas, quand elle est vraiment en difficulté, au pire, j'ai mon plan B. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois complètement. Aujourd'hui, moi, par rapport à cette question, je pourrais dire une seule chose. Pour moi, en matière de risque, encore une fois, c'est la logique cabinet d'avocat qui revient. C'est qu'on pose le constat et qu'on fait... on voit là où il y a le plus de risques, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas. Aujourd'hui, pour moi, l'option la moins risquée pour quelqu'un qui vise un parcours professionnel, il est plutôt préférable de commencer au départ un double projet organisé, un double projet qui rentre dans un cadre permettant de pouvoir mêler les deux, plutôt que de suivre que le projet sportif et de se retrouver à la fin d'une éventuelle carrière ou un début de carrière avorté, parce qu'un premier contrat professionnel, ça n'assure rien, ça n'assure strictement rien, parce que à tout moment, il y en a beaucoup qui ont commencé malheureusement et qui n'ont pas pu finir, et qui se retrouvent à la fin de cette carrière
de ce début de carrière avorté à commencer une formation professionnelle Bien sûr. parce que malheureusement, ce qu'ils ont pu développer dans leur petite carrière ou dans leur partie formation, c'est pas valorisé dans le monde de l'entreprise. Alors que, encore une fois, c'est comme tout comme l'engagement. Il y a il y a le savoir-être, il y a les compétences, le savoir-être, etc. Euh, Dans le monde du sport et dans le monde professionnel et dans le monde athlétique, c'est des compétences qui sont développées, qui sont très importantes et qui peuvent être très utiles au monde de l'entreprise. Le fait d'être tenace, le fait d'avoir des objectifs, le fait si on est technicien sur le terrain, de comprendre des procédés étape par étape pour atteindre son objectif, ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en valeur. Et encore une fois, faut permettre à ces personnes-là qui ont ces compétences-là de pouvoir, être conscients qu'ils les ont, et deux, de pouvoir les expliquer et de les défendre correctement demain s'ils ont un entretien d'embauche ou autre chose. Ils vont dire, ok, c'est très bien, vous avez fait du foot ou vous avez fait du basket, mais malheureusement, ça s'est arrêté. Aujourd'hui, à côté, est-ce que vous avez eu des diplômes, moi, qui m'assure que vous allez pouvoir remplir les tâches, etc. Mais si cette personne-là n'a pas les outils pour pouvoir défendre les compétences qu'elle a pu développer et qu'elle peut mettre au bénéfice de l'activité professionnelle, ça va être très compliqué. Mais aujourd'hui, quand on prend la réalité des choses et que, comme j'ai pu te le dire, on voit des professionnels qui, à la fin de leur carrière, cherchent à ce moment-là à se former encore, je me dis que si ça avait été fait parallèlement et avec un mode d'organisation précis, oui, qui leur permet de pouvoir mêler les deux, c'est encore mieux. Ouais, bien sûr. Donc, voilà. Et puis c'est clair que là où je te rejoins, c'est que j'ai eu un épisode avec un ami, donc Ali, qui joue au FC Sion. Super. Et justement, il a expliqué un peu cette partie-là où il disait, je lui posais la question, si demain ça s'arrête, est-ce que le retour, on va dire, à la réalité, comment ça serait pour toi, quoi? Et justement, il me disait que c'était pas du tout un souci parce qu'il a eu justement des périodes où il a dû revenir à la réalité. Et du fait qu'il a dû travailler professionnellement dans les secteurs habituels, il disait que demain, si ça doit s'arrêter, oui, c'est dommage parce que c'est on va dire un rêve de gosse qui s'arrête. Mais il disait que justement, il n'avait pas de souci à revenir là-dedans parce que du fait qu'il avait aussi les qualités qui étaient développées dans le monde professionnel habituel, quoi. Ça va, ça prouve que je dis pas n'importe quoi. Mais pour rebondir sur ça, il y a quelque chose de super intéressant. Tu cites le cas d'Ali. Ali, la force des choses lui a, je suppose, permis d'avoir de la lucidité donc et à l'obliger de retourner au monde du travail classique tel qu'on l'entend. Mais pour beaucoup d'athlètes, il est inconcevable de faire autre chose que le foot. Que le foot, ouais, bien sûr. J'ai eu plein de personnes comme ça où il y avait une barrière psychologique. Mais en fait, je sais pas faire autre chose. Ouais, c'est clair, ouais. Mais si, on peut faire autre chose. On sait faire autre chose. Mais la force des choses a fait qu'ils étaient obligés à faire autre chose. Et ça leur a permis même de rebondir et de revenir dans le monde professionnel. Ouais. Parce qu'il y a une stabilité, émotionnelle, et une stabilité psychologique qui leur permet d'avoir un cadre. Oui. Et donc, ça les allège. Donc, il y a moins de pression pour revenir dans le monde professionnel. Ils reviennent dans le monde professionnel. C'est des cas qui sont très rares, hein. Dans le monde professionnel, ok, donc par une petite sortie d'autoroute, ils re-rentrent sur le parcours, mais derrière, pourquoi ils sont apaisés? Parce qu'ils disent, mais en fait, finalement, j'ai goûté, moi, au monde de la vie et à la réalité. Ouais. Du coup, je peux y revenir à tout moment. Ouais, bien sûr. Donc, bien sûr. Non, voilà. Mais c'est clair que c'est vraiment une... C'est vrai qu'en fait, on n'est pas à leur place pour... toi, plus, parce que tu les côtoies, mais c'est vrai que nous, qui sommes vraiment à part, derrière nos écrans, on ne peut pas forcément le... comprendre parce que sinon on le vit tous les jours, on va dire la vie habituelle, le travail habituel, mais c'est clair que pour eux je pense que ça doit être vraiment je pense même parfois à des moments je pense plus lourd psychologiquement que nous, parce qu'au final nous si on se fait virer, tant pis, on peut avoir par exemple ici en Suisse on peut avoir le chômage de temps ou bien des moyens qui sont pour les reconversions lorsqu'ils sont blessés, etc. Et donc la personne on va dire a en tout cas une pression psychologique qui est plus inférieure. Et c'est clair que pour eux, je pense qu'à des moments, si t'es pas bien psychologiquement, parce que tu peux avoir chacun des épreuves dans la vie, donc ça te touche peut-être famille, santé, etc. Et en fait, il y a cette psychologie derrière de se dire, mince, mais je suis obligé de toujours courir, en fait. C'est peut-être un peu un jeu de mots, mais c'est pas un jeu de mots au final, parce que oui, ils courent, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils doivent courir dans ce rythme de la vie. Ils n'ont pas le choix parfois de s'arrêter par peur
de se faire mettre de côté ou de louper la chance et après de revenir au monde de tous les jours, on va dire, et c'est compliqué pour eux, quoi. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est la situation, elle est assez compliquée parce que c'est ce que je leur dis tout le temps. Même si vous avez des contrats, mais aussi vous avez des choses qui vous protègent, le domaine est fait. Comme ça, vous êtes sur des sièges éjectables à tout Ouais, moment. bien sûr. Donc, il suffit que le club fasse faillite, il suffit qu'un coach change et que Ouais, tu ne joues plus. Donc, tu n'as plus la possibilité de pouvoir faire tes preuves. Et donc, ça va rendre compliqué la suite. Mais si je devais faire un parallèle ou un comparatif avec le monde du travail, enfin, je ne sais pas comment ça se passe chez vous en Suisse, mais si une personne a une incapacité de travail, le médecin de travail contacte l'employeur et dit, ah ok, il peut plus faire ce poste-là, est-ce qu'on a possibilité de réaménager le poste? C'est-à-dire mhm, de voir s'il travaille poste debout, si on peut pas lui mettre une chaise à son poste, est-ce qu'il peut mener bien son ouais, bien sûr. activité ou pouvoir le délocaliser sur un poste un petit peu plus administratif ou autre chose. Aujourd'hui, dans le foot, c'est pas possible. T'es blessé, tu peux pas jouer, tu joues pas. Ouais, bien sûr. Et ça a un impact. Aujourd'hui, ce qui fait comment dire, le leitmotiv un petit peu des athlètes, c'est d'être sur le terrain et de s'exprimer Ouais, ouais. sur le terrain et à leur manière. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui travaillent pour qu'ils aient plus de sécurité, que leurs droits soient de plus en plus défendus. Avant, si je cite l'exemple de la France, et malheureusement c'est toujours pour certains dirigeants, pour certaines personnes qui sont dissidents dans le foot, les athlètes doivent courir, marquer des buts, défendre en fonction de leur poste. euh, Bref, faire ce qu'ils ont à faire sur le terrain, et puis basta, ça s'arrête là parce qu'ils sont payés pour ça. Mais comme pour toute personne qui travaille, il faut qu'ils aient des droits, qu'ils puissent se Bien défendre, sûr. etc. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'organisations qui s'activent à cela et qui cherchent à ce que leurs droits soient autant respectés que les autres. Aujourd'hui, l'imaginaire collectif, c'est ils sont athlètes, ils gagnent beaucoup d'argent, ça suffit amplement pour être satisfait Mhm. de ce qu'ils ont, et puis ils peuvent pas aller ailleurs. Bah, le monde du travail, c'était pareil avant, quand il n'y avait Ouais, pas les bien congés sûr. payés, quand il y avait pas, quand il y C'est avait clair. pas, quand les gens travaillaient du lundi au dimanche et qu'il n'y avait pas de limite d'heure, Ouais, bien sûr. bah, c'était pareil. C'est-à-dire que t'es payé, donc tu continues. C'est clair. Mais puis surtout que je pense que on va dire je sais pas, peut-être pas dire les magouilles, mais ce que les gens peuvent faire, justement, quand il y a en plus de ça une énorme somme d'argent derrière, bah, c'est d'autant plus dangereux pour eux que pour peut-être notre échelle à nous, tu vois. Oui, mais après, moi, je pense que c'est un équilibre dans tout. Aujourd'hui, si les collaborateurs ou les athlètes Ouais, sont bien traités, bien etc., sûr. ils le rendront. C'est un cycle de C'est la clair. vie qui Non, fait que si on est dans une structure bienveillante où on met en valeur et à juste valeur et qu'on n'utilise pas des méthodes douteuses sur le management ou autre chose de ces équipes, bah, les joueurs le rendront correctement parce que c'est dans cette structure-là, dans ce club-là, qu'il a permis de performer. Et il bien faut sûr. pas oublier que c'est un jeu d'équipe et qui porte les couleurs de telle ou telle équipe. Donc, en quelque sorte, ils le rendent déjà de cette manière-là. Mhm. Quelqu'un, un athlète qui excelle, il excelle au nom d'une équipe, Une équipe, ouais, au bien nom sûr. d'une couleur à Tout à défendre. fait, ouais. Du coup, c'est comme ça. Et Ouais. aujourd'hui, le fait que ce soit institutionnalisé, qu'il y ait différentes étapes, de différents crans d'organisation, on perd un petit peu tout cela quand on est justement dans tout ça, et surtout que c'est devenu des entreprises, des organisations qui doivent générer de l'argent, donc il y a des objectifs financiers. Bien sûr. Donc c'est tout, comment est-ce qu'on arrive à équilibrer Les deux, ouais. entre le projet sportif, le projet financier. Des fois, par exemple, il y a certains recruteurs, ils sont recrutés par certains clubs pour pouvoir faire pour pouvoir faire venir des joueurs, ou certaines personnes sont recrutées à des postes, mais malheureusement, ils ne sont pas du tout écoutés parce que c'est une politique générale. C'est-à-dire, est-ce qu'on privilégie l'aspect financier, rentabilité tout de suite parce qu'on a des objectifs à court moyen terme, Ouais. ou est-ce qu'on privilégie le projet sportif où on arrive à équilibrer les Les deux? deux. Et ça, Ouais, c'est quelque chose de très difficile à gérer. ouais, je pense à une monstre charge, en tout cas, Mm. de travail pour chaque partie. Tout à l'heure, on a parlé de la santé, Mhm. le sport. J'ai pu voir que tu as travaillé aussi sur la thématique du sport santé. Mhm. Pourquoi donc ce sujet pour toi il semble essentiel aujourd'hui? Euh, moi, je pense que la première des choses,
la première utilité du sport tel qu'il est, tel qu'on l'entend, de l'activité physique, le fait de pouvoir se surpasser, avoir des objectifs, ça permet, certes, de couvrir le divertissement ou des fois la performance ou des fois même atteindre des objectifs professionnels. Mais pour beaucoup de personnes, comme on dit, le commun des mortels, pour la majorité des gens, c'est avant tout une utilité plus qu'essentielle pour la santé. Et aujourd'hui, manger, bouger, des campagnes qui sont menées par les gouvernements pour expliquer comment est-ce que le sport peut prévenir de beaucoup de maladies. Et des maladies, des fois, qui ne sont malheureusement pas visibles, qu'elles soient psychologiques ou qu'elles soient psychiatriques ou autres. Et ça permet tout simplement de pouvoir se libérer d'une charge. Le sport a toujours été... tout comme sur l'aspect physiologique, on libère beaucoup de mauvaises choses qu'on a dans notre corps. Ça permet, de pouvoir... et c'est lié, c'est intimement lié. Donc, je ne vais pas parler à la place des médecins, mais en les observant, en les écoutant, c'est plus qu'essentiel. Donc, aujourd'hui, le sport santé, l'aspect sport santé, c'est quelque chose qui heureusement est de plus en plus mis en valeur, qu'il y a des organisations qui travaillent que sur ça, pour expliquer pourquoi est-ce que le sport, ça permet aux jeunes de pouvoir se développer correctement, de pouvoir s'exprimer comme on a pu le dire tout à l'heure, et de pouvoir faire des fois sortir des choses qui sont en eux, qui n'arrivent pas à extérioriser avec la parole ou l'écriture ou plein de choses. Le sport vient là répondre à une question, donc ça vient libérer d'une charge mentale, d'une charge psychologique. Il y a des gens qui sont atteints de pathologies où aujourd'hui c'est clairement prouvé que le médicament c'est le sport, c'est l'activité physique, et c'est quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, de pouvoir expliquer ça à des jeunes, c'est assez compliqué sur l'aspect médical, scientifique à proprement parler. Mais de pouvoir mettre en place un programme ou des outils permettant, c'est ce qu'on appelle faire de la lait vert, aller vers cette catégorie de population-là ou autre, ça permet de, leur donner envie de faire ça, parce que c'est pas facile. On vient sortir quelqu'un de sa zone de confort si la personne n'est pas habituée à faire du sport. D'expliquer, de sortir de sa zone de confort pour qu'il puisse commencer, c'est très bien, mais pour qu'il puisse durer, c'est encore plus compliqué. Du coup, faire de la pédagogie autour du sport santé. Aujourd'hui, quelqu'un n'est pas systématiquement amené à voir les bons résultats qu'il a fait, et surtout assez rapides. C'est des résultats qui viennent avec le temps. Et du coup, d'expliquer que ça vient avec le temps, que un observateur ou un accompagnant ou un programme qui a été mis en place explique que durant cette phase-là, c'est tout à fait normal de ne pas avoir de résultats systématiques et que ça arrivera là. Donc, donner l'envie d'atteindre les premiers paliers, le deuxième palier, les troisième paliers des objectifs qui ont été fixés, ça c'est essentiel. Et aujourd'hui, ça préviendrait de beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans certains pays, c'est catastrophique, en fait, à quel point chez les jeunes, il y a des pathologies, des problèmes de santé qui peuvent être solutionnés par le sport. Donc, si on peut utiliser l'esprit de compétition, l'esprit d'équipe pour pouvoir atteindre cet objectif-là, c'est parfait, parce on va mêler encore une fois l'utile à l'agréable. Il y aura l'aspect divertissement, il y aura l'aspect sanitaire, donc sur le plan de la santé, et ça, c'est plus qu'essentiel. Et puis là où je te rejoins énormément, c'est clair que déjà, premièrement, en plus, c'est un enseignement qu'on a, en tout cas, nous, religieusement, que le sport doit avoir sa place dans notre vie quotidiennement. Et si je veux mettre une petite aparté par rapport à mon expérience à moi, personnellement, je travaille tous les jours dans des bureaux. Ça fait maintenant plusieurs années. Et en fait, à un moment, quand tu t'habitues à ce rythme-là, à la charge mentale aussi, en fait, à un moment, tu commences gentiment à te laisser aller. Et plus tu te laisses aller, et plus c'est difficile de remonter cette pente. Donc, tu continues de te laisser aller. Et en fait, tu atteins après à des moments un niveau où, en tout cas, moi, personnellement, j'ai atteint un niveau où le sport, c'était devenu très compliqué pour moi. Mais un grand remerciement à la Suisse de m'avoir appelé pour effectuer mon service militaire, où là, c'était plus le choix.
Et c'est clair que les premières semaines, c'était compliqué parce qu'en fait, moi, je sentais que mon corps était rouillé, quoi. Il était complètement rouillé. Mais vraiment, tu vois le vélo avec la chaîne, quand on demandait à quelqu'un de plus grand de venir nous mettre un peu de graisse, c'était la même chose. Et c'était très compliqué. Et aujourd'hui, je me sors j'en suis sorti avec une autre condition physique, avec un autre corps. Qui peut-être pour certains c'est encore pas le bon, mais en tout cas pour moi c'est une grosse différence et je le vois quotidiennement. En fait ça te facilite dans ta charge mentale. Tu te sens parce qu'en fait tu sens que tu bouges, tu arrives à bouger. Donc en fait même ce petit truc qui peut paraître tout petit, anodin, ben en fait non, ça te pèse énormément parce que quand tu deviens comme j'ai dit, comme cette chaîne de vélo rouillée, bah tu veux juste finir ta journée, tu veux aller t'asseoir, te coucher, et puis en fait, tu n'es plus motivé pour rien. Et c'est un espèce de cercle vicieux. Et c'est pour ça que là où je te rejoins pleinement, bah parfois le médicament, en fait, c'est le sport. Et c'est pas forcément que faire... parfois, on peut penser que à faire du fitness ou quoi que ce soit. C'est en fait, juste le minimum, c'est bouger, quoi. Marcher. Ouais, exactement. Marcher. C'est un objectif de 10 000 pas par jour. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que chez vous, ici... comment est-ce que c'est configuré de manière géographique? C'est que c'est des longues distances, pas beaucoup de rues piétonnes parce que c'est des voies rapides, etc. Mais c'est assez compliqué dans ce type de situation géographique parce que on prend systématiquement soit sa moto, soit sa voiture pour pouvoir bouger. Mais honnêtement, profiter du week-end ou de la journée, si on a la possibilité d'aller au travail à pied, si on a la possibilité d'aller à la mosquée à pied, le faire parce que on va pas le ressentir parce que ça va devenir quelque chose qui fait partie de son quotidien. Et donc, à minima, avoir ces 10 000 pas par jour, parce qu'aujourd'hui, la marche, c'est plus qu'essentiel. Ça mobilise les muscles, ça les renforce. On n'a pas l'impression que de travailler le muscle, mais... j'ai vérifié, j'ai posé des questions par rapport à ça, mais vraiment marcher, c'est bien. Je peux le confirmer. Ah bah voilà, merci. Mais honnêtement, c'est très important et c'est le minimum des choses à faire parce qu'après, on se retrouve à gérer des problématiques qui deviennent beaucoup plus graves, qui nécessitent là vraiment un véritable suivi médical avec des traitements, etc. Et là, ça devient un petit peu... Et ça, les effets secondaires et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est problématique, ouais. Ouais, tout à fait. Donc, vraiment, en tout cas, le conseil... normalement, je laisse plutôt l'invité le donner, mais le conseil que moi aussi, j'aimerais vraiment apporter sur ça, c'est vraiment... je sais que c'est difficile, c'est très difficile, mais vraiment, se fixer cet objectif. Et en fait, après, vraiment, Après, en fait, on n'a même plus envie de revenir en arrière parce que justement, on est content, on voit cette différence, pas forcément en perdant du poids ou... La satisfaction. C'est vraiment cette satisfaction et de voir qu'en fait, notre corps, bah, il est plus rouillé, il peut bouger. Et après, gentiment, bah, ça prend un peu tout seul, ça rentre, en fait, ça devient un automatisme. C'est partie du quotidien. Du quotidien. On est sorti un peu... du sujet, mais c'est essentiel, c'est important d'apporter ces conseils-là. Exactement. Donc, de ce que j'ai pu lire, c'est qu'aujourd'hui, tu as cofondé, c'est juste, donc un cabinet de conseil stratégique dans le sport. Comment elle est née cette idée? L'idée de fonder un cabinet de strat donc, dans le sport, c'est parce qu'au quotidien, j'ai été sollicité sur plein de questions autour du sport. Pas systématiquement des athlètes, mais des fois des chefs d'entreprise qui s'intéressaient à toucher un public du sport pour pouvoir mettre en lumière ses produits ou ses services. Et du coup, c'était quelque chose que je faisais au quotidien. Donc, faire de la mise en relation, expliquer comment procéder, etc. Et du coup, ou des personnes, par exemple, qui fondaient des structures qui répondaient à la compétence d'une collectivité territoriale. C'est-à-dire quelqu'un qui a monté une entreprise dans sport santé. Il veut apporter des conseils ou accompagner des gens qui rentrent dans la compétence de la commune ou autre chose. Et on sait par exemple en France que les conseils départementaux, les conseils régionaux, les communes s'appuient sur des coachs sportifs, sur des gens qui ont étudié ces questions-là, du sport ou autre, ou même le sport divertissement en règle générale. Et donc j'ai vu qu'il y avait un besoin
Et donc, on s'est dit pourquoi pas s'organiser et créer une structure qui travaille sur 4 axes. Le premier, mon cœur de formation et de métier, qui est le juridique. Mettre en relation avec des experts quand c'est des gros dossiers, de pouvoir accompagner et d'expliquer comment est-ce que ça fonctionne, que ce soit des contrats de sponsoring, que ce soit des contrats de représentation ou autres. Mais donc l'idée, c'est d'être sur différentes disciplines, le juridique, l'aspect communication, encore une fois l'aller vers, utiliser les bonnes méthodes et les bons outils pour pouvoir toucher le public qu'on vise, qu'on cherche à toucher, l'aspect affaires publiques, donc en lien avec les institutions. Aujourd'hui, les institutions, pour beaucoup de personnes, ont l'impression que c'est quelque chose d'inaccessible et qu'une certaine personne ont le droit d'accéder à ce qu'ils proposent et à ce qu'ils peuvent faire en matière de partenariat, mais en fait non, complètement non. C'est que de l'autre côté, soit par faute de moyens, soit dans une routine qui s'est mise en place, ils ont les mêmes interlocuteurs et donc ils restent à travailler avec toujours les mêmes parce que ça fonctionne plutôt bien et que ils n'ont pas l'ouverture sur se dire qu'est-ce qui se fait de nouveau ou autre, par manque de temps, par manque de moyens, des fois c'est le cas. Et donc d'être un intermédiaire entre le monde public et le monde privé et d'expliquer qu'il y a des nouvelles choses qui se font, qu'il y a de très bonnes idées, qu'il y a des bons projets qui se mettent en place qui pourraient les intéresser. Quand on fait appel à nous dans ce domaine-là, on fait le lien, on explique et on accompagne aussi sur comment expliquer, comment défendre ces idées, etc. Et le dernier volet, c'est sur l'aspect événementiel sportif, donc l'organisation de tournois, la possibilité de pouvoir mettre en valeur ses produits ou ses services autour d'un événement, autour du sport, ça apporte ses fruits et on a la possibilité de pouvoir accompagner sur tous ces sujets-là. Très bien. Ouais. Très bien. Une question que j'aime bien poser habituellement aux invités, c'est est-il possible donc, selon toi, de réussir professionnellement tout en restant fidèle à ses valeurs ? Oui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent à leur compte ou ils essayent de pouvoir avoir une forme de flexibilité dans son activité professionnelle par souci de valeur. Et aujourd'hui, on peut le voir. L'exemple parfait, c'est les athlètes. Ils affirment de plus en plus leurs idées, ils affirment de plus en plus leur identité et que ça n'impacte en aucun cas leur performance. Et ça, on a pu le voir. Et l'idée est surtout de se dire, OK, on a tous des convictions, on a tous des valeurs, et ça n'empêche pas de jouer dans la même équipe ou de jouer face à la même équipe en quelque sorte. Du coup, aujourd'hui, moi, je pense que c'est toujours la possibilité de faire. Je pense que le sport, c'est le domaine qui permet de le faire au mieux. Si je prends l'exemple de Kanté, on le voit toujours autant courir, même en étant en train de jeûner pendant le mois béni du Ramadan et qui manque donc justement que je pense qu'il court même plus que certains qui sont pas forcément en train de Ils sont pas jeûneurs. Qui sont pas jeûneurs et donc voilà ça montre justement je pense ça prouve un peu que chacun peut tout autant allier les deux sans pour autant que ça impacte l'un à l'autre. Au-delà du fait que ce soit Mohamed Barik, un personnage qui est très sympathique, qui m'inspire énormément et qui honore beaucoup. Si tu prends l'exemple de NG, de N'Golo Kanté, pour moi c'est un exemple parfait parce que c'est pas celui qui s'exprime le plus devant la presse. C'est pas le plus friand des caméras, des lumières, etc. Mais on retient quand même beaucoup de choses de lui. La performance athlétique, la performance sur le terrain, mais aussi son comportement. Donc ça me fait penser à une parole qu'on a entendue hier. Le bon comportement, en fait, ça permet de s'exprimer sans même ouvrir la bouche. Et ça, c'est plus que nécessaire. C'est plus que nécessaire dans la vie au quotidien, dans la vie professionnelle, parce qu'il prouve beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est un élément essentiel de cette équipe de France. Et il rend fier beaucoup de Français. Beaucoup de Français issus de l'immigration, beaucoup de Français musulmans, parce que il est apprécié, il est performant professionnellement, Mohamed Barik, et il a un bon comportement.
Aujourd'hui, tout le monde sait que N'Golo Kanté est musulman. Il s'en cache pas. Et aujourd'hui, il y a des musulmans en France. Ouais. Et puis ça se passe très bien. Du coup, voilà. Donc, il peut jeûner, c'est son droit. Beaucoup de personnes pensent que ça peut limiter les performances. Beaucoup d'athlètes ont prouvé le contraire. Ouais. Donc voilà. Ouais. Bah, d'ailleurs, une des questions, c'était par rapport à ça, mais tu y as déjà répondu. Donc, j'anticipe les questions. J'anticipe les questions, c'était par rapport justement le conseil que tu pourrais donner aux jeunes musulmans qui voilà, justement, ils souhaitent construire une carrière dans le sport. Mais tu l'as très bien dit, ben, voilà, on a des figures qui l'ont montré. S'inspirer, beaucoup de bonnes figures. Moi, je ne demande pas aux gens de se dénaturer. Tout le monde a sa... J'utilise beaucoup le mot DA, mais c'est tendance. Mais tout le monde a sa direction artistique, tout le monde a sa touche, tout le monde a son trait de caractère, tout le monde a sa personnalité. Aujourd'hui, à l'échelle internationale, beaucoup d'athlètes affirment de plus en plus leur confession, leur foi, qu'ils soient musulmans ou non d'ailleurs. Mais aujourd'hui, un jeune qui souhaite construire sa carrière, bah, tout simplement, tu as cité l'exemple d'N'Golo Kanté, il y en a beaucoup d'autres qui je pense à Mazraoui par exemple, dans l'équipe nationale du Maroc, qui performe et qui veut tout simplement montrer que un des éléments essentiels de notre religion, c'est le bon comportement. Ouais. Parce que la foi, ça passe par ça. Et aujourd'hui, un jeune qui cherche à évoluer, je pense que l'islam lui donne beaucoup de bons conseils et que s'il les appliquait, ça renforçait ses chances de pouvoir réussir. Donc, voilà. Tout à fait. Ouais, c'est clair. Et c'est d'ailleurs aussi une des on va dire des principales motivations qu'on avait eues au début lorsqu'on a ouvert ce podcast, c'était justement de montrer un peu que c'est vrai que parfois on a des mauvais exemples qui viennent entacher notre image, mais que dans le monde il y a plein de bons exemples, ou même des gens qui sont pas forcément connus à la télé, qui justement montrent le bon exemple, mais de manière, on va dire, dans l'ombre, comme on le dit. Et donc, ouais, exactement, comme tu l'as dit, c'est vrai que si on se met, on se cadre par rapport par exemple, à nos principales conseils ou règles de notre religion, le bon comportement. Oui, le respect de l'autre, le bon comportement. Exactement. L'endurance, le fait la patience, etc. La patience, le fait que tout ne vient pas comme ça et que tout vient à un point qui sait attendre, l'enseignement de la patience. Aujourd'hui, le sport, c'est beaucoup de patience. Ça veut dire qu'il faut avoir un mental d'acier. Il faut, je parle de la partie professionnelle, il faut d'avoir, même stratégiquement sur le plan juridique, pour certaines carrières, il faut savoir être calme dans des moments de colère, dans des moments où on se sent lésé, où on ressent de l'injustice. Le fait de pouvoir rester calme, de s'en remettre à son créateur, pour moi, c'est quelque chose de super important parce que déjà, ça recentre, ça permet de se calmer, de prendre du recul, de réfléchir et de mieux répondre à la problématique à laquelle on fait face. Du coup, non, c'est quelque chose de très important. C'est un travail au quotidien, il faut le reconnaître. On est des êtres humains, oui, bien sûr. on a nos faiblesses et nos moments d'impatience, nos moments de précipitation, où on veut vite tout maintenant, etc. Surtout dans un monde incertain, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, et qui est très, qui évolue vite, mais de manière floue. On ne sait pas. Encore une fois, on entendait il y a quelques années que dans le foot, l'observation du foot allait baisser, que non, on le voit encore, que les chiffres le prouvent, qu'il y a encore de l'intérêt pour ce sport-là, et qu'il y a d'autres sports qui intéressent les gens. Donc voilà, moi je pense juste par exemple au paddle. Le paddle, c'est un essor. Il y a beaucoup de clubs de personnes issues de l'immigration, de clubs de paddle qui évoluent, et c'est un sport qui est en plein essor et économique, et ça permet de faire des rencontres, de rencontrer des gens, d'échanger, et les gens même disent que c'est le plus, à l'heure où on se parle, c'est l'un des plus gros
espace d'expression et de networking. Donc, Ok. donc voilà, il y a des gens qui l'utilisent même pour un outil professionnel. Donc, pouvoir se surpasser, se dépasser, évidemment dans le respect, encore une fois, sans rentrer dans l'aspect péjoratif du sport, parce que ça a ses côtés négatifs, il faut le reconnaître. Hein. Le monde n'est pas tout beau, tout rose. Tout à fait. On peut le voir surtout avec les grandes compétitions, et ça a beaucoup été exacerbé par les réseaux sociaux, mais il faut rester lucide et avoir la tête froide. Et c'est un exercice qui est très difficile, surtout quand on est l'acteur principal du tout. En tout cas, qu'Allah te récompense Wayak. pour ta participation. Il y a encore quelques points, mais là, ça commence à devenir un Un peu peu trop long. long. Ouais, pas de problème. Donc, on arrive gentiment à la fin de cet épisode. J'ai un peu la question habituelle de chaque invité. C'est la fameuse question ou mot ou phrase que tu souhaites laisser, que ce soit pour les jeunes qui justement sont en doute, ou alors peu importe, on va dire le mot de fin que tu souhaites laisser par rapport à cet épisode-là. Je vais reprendre l'expression de mon ami Nassim. Hein. Je l'ai beaucoup cité aujourd'hui, donc quand on cite les gens, c'est très important de les... quand on reprend en tout cas leurs mots, c'est très important de les citer. Et si j'ai un conseil à leur donner, c'est utiliser les terrains comme un terrain d'expression et un terrain d'excellence. Expression, pourquoi ? Pour montrer de quoi est-ce qu'on est capable, de montrer le bon comportement comme on l'a cité, c'est quelque chose de très important, et excellence pour performer, pour montrer qu'on est toujours identifié à quelque chose. Donc si on excelle, l'excellence sera identifiée, et l'expression de tout cela. Donc voilà, performer et bien s'entourer et avoir un leitmotiv aujourd'hui, que d'avoir la spiritualité, la religion comme élément central. Je trouve que ça a bien porté ses fruits pour beaucoup de personnes. Carla, très récompense. Ouais, Yak, merci à toi. En tout cas, c'était un plaisir de tourner cet épisode avec toi. J'ai beaucoup appris sur... c'est vrai que je suis pas un inconnaisseur du sport, je connais quand même un peu le sport. Et j'ai quand même vu d'autres, en fait, à dire ces éléments qu'on ne pense pas forcément, qu'on ne voit pas forcément. Ouais, c'est l'ombre. Et c'est toujours intéressant. Et même, moi, j'aurais pu rester encore 2 heures ici. Moi aussi, on est bien ici. Hein. Ouais, c'est cool, c'est bien. En tout cas, moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Je tiens aussi à remercier donc les sponsors de notre émission. Merci à eux. C'est clair que on a toujours besoin, comme dans tout, on a besoin aussi on est une équipe en fait. De personnes qui croient en nous. Les sponsors, ça c'est les sponsors, ça c'est la base des sponsors. Croire en un projet, même juridique ou même commercial. Hein, le sponsor, c'est quelqu'un qui croit absolument en le projet et qui l'accompagne et qui le construit aussi. Merci, voilà. Il a encore mieux cité les mots que moi, donc je vais réécouter la vidéo à la fin et je vais reprendre ces mots pour chaque épisode maintenant. Avec plaisir. En tout cas, qu'Allah les récompense, qu'Allah récompense aussi tous les frères et sœurs auxquels contribuent aussi pour ce projet de manière aussi financière ou manuelle ou peu importe, de chaque manière. Et voilà, et en tout cas, Inch'Allah, on se revoit dans un prochain épisode. C'était un plaisir. Inch'Allah, un plaisir partagé. Barakallahu fik. Merci pour l'invitation. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.